Allemands envahissent la France, vous avez 19 ans. 19 ans, et je suis à Bourg-en-Bresse. Vous êtes à Bourg-en-Bresse. Et je travaille chez un carrossier nommé Buller, qui m'a appris la forge, qui m'a appris le travail des carrossiers, et surtout, une chose qui m'a sauvé, il m'a appris la soudure électrique, électroschweizer, qui fait que tout ça, je me suis présenté avec les Allemands d'une façon pour me défendre. J'ai pensé tout de suite à me défendre. Mon père était concierge du lycée Lalande. Oui. Et c'était d'ailleurs un grand résistant. Quand les Allemands ont mis la ligne de démarcation, ils ont transformé le lycée en poste. Donc une partie de l'établissement a été coincée pour les Allemands, pour leur téléphone, pour tout ça. Ce qui fait que mon père a profité justement de cette installation qui lui permettait d'écouter les écoutes téléphoniques, du fait qu'il n'y avait rien qui le mettait comme homme dangereux, c'était le concierge. Et de ce fait, il transmettait à Londres tout ce qu'il avait entendu la journée. Vous savez qu'il y a eu, sitôt que l'armée n'existait plus, il y a eu ce qu'ils ont inventé, enfin, comment dirais-je, les chantiers de jeunesse. Les fameux chantiers où on était habillé en vert, avec le blouson de cuir, le béret vert, le pantalon de golf vert, les godillons, tout ça. Ce qui fait que j'étais au 8e groupement de Châtelard, du Châtelard, qui nous a commencé à nous donner une idée de la résistance. Parce que j'étais sous les ordres du colonel de Courson. Ce qui a été important aussi dans ta volonté de résister, c'est qu'au moment de la dissolution de l'armée d'armistice, ton chantier de jeunesse n'était pas loin du campement du 27e régiment de chasseurs alpins. Et donc il y a un certain nombre d'officiers qui vous ont approché en disant il faut... Ah ben oui, c'est... Attention, vraiment, ce qui nous ont permis de faire de la résistance, c'est le 27e chasseur, justement, d'où faisait partie Tom. Il faisait partie du 27e chasseur. Tom Morel du plateau des Guillères. Plateau des Guillères. Et ils sont venus au Châtelard, au 8e groupement, là où j'étais. Et là, ils nous ont dit, il faut faire un camp. Ah oui. Donc un maquis. Un maquis. C'est-à-dire un groupe dissimulé. Oui, parce que on avait besoin de nourriture. C'était la voile avec un peu de lait. C'est tout ce qu'on avait. Il n'y avait pas autre chose. Alors, il fallait vraiment qu'on défende et les gens du coin sans les trahir, et en même temps, il fallait faire le notre possible de faire un réseau. Parce que on devait être pas plus de 30 par groupement, car c'était ce qui avait le plus facile à nourrir. Oui. Souvent, moi, je partais avec un vieux paysan qui avait au moins 70 ans. J'allais jusqu'à Saint-Gingolph chercher du tabac. Les Suisses nous donnaient des sacs de tabac. Il avait un cheval, et c'était le cheval qui portait le tabac. On arrivait à Saint-Gingolph, mais il fallait se méfier, parce que les Italiens qui gardaient, à ce moment-là, la frontière à Saint-Gingolph, avaient juré d'avoir les maquisards. Alors ils nous tiraient dessus, mais attention,
quand ils s'apercevaient qu'on était là. Et surtout, on avait les Suisses nous donnaient avec le tabac des poires de poivre. Et là, au moment où on avait les chiens, on leur poussait la gueule pour qu'ils ouvrent la gueule et on leur foutait un coup de poire. Le chien était foutu. Mais nous, il fallait nous abaisser immédiatement parce que les Italiens nous tiraient dessus. Ah oui, vous êtes trouvé en face des Italiens. Ah oui, on était à 10-12 mètres des Italiens, étonnés d'ailleurs, eux ils étaient étonnés, et ils avaient la housse. Et c'est là que Tom, qui est un officier du 27e, a su faire un machin de résistance du tonnerre. Parce que vraiment, on était vraiment installés. Attention, il y avait 1500 Espagnols, plus nous. Vous étiez combien? Mais nous autres, on était 250, 300. Ouais. Mais enfin, Tom avait arrangé l'histoire de manière qu'on ne soit jamais empaqué, de manière de ne pas permettre aux machins de nous détruire à la mitrailleuse. C'est les gendarmes de Bonneville qui nous ont prévenus comme quoi les paysans étaient rançonnés. Par des gens qui se prétendaient résistants. Qui se présentaient résistants. Alors automatiquement, nous, on s'est réunis, une vingtaine, et on a dit on va les attendre. Et on les a attendus le lendemain. Et le lendemain, on les a exécutés sur le fumier. Ah oui. Voilà. Qui t'a arrêté à ce moment-là? À ce moment-là, c'était des gendarmes. Des gendarmes français. Des gardes mobiles françaises, les GMR, les fameux GMR, qui nous ont arrêtés, qui m'ont amené à Bonneville. À la demande du magistrat. À la demande du magistrat. D'accord. Vous êtes passé en jugement, et après ce jugement... Jugement à Chambéry. Ouais. Là où nous avons été condamnés, moi j'ai été condamné à 14 ans de prison. Et là, vous avez commencé à faire de la prison. Et là, j'ai commencé à faire de la prison. D'abord à Annecy, ensuite à Chambéry. Et c'est le directeur de la prison de Chambéry qui m'a permis de préparer mon évasion. Ah oui. Il n'avait peur de rien. Ah. D'abord, il m'a appelé, il m'a écarté des autres. Il m'a dit, vous viendrez dans mon bureau, j'ai besoin de vous parler. Je me suis présenté à lui. Il m'a dit, je suis un résistant. J'ai droit, comme vous, au respect. Alors je lui ai dit, mais si vous êtes résistant, vous êtes avec nous, c'est tout. Et nous, on est partis, où j'étais à Bourg. De là à Bourg, par le train, on est monté dans le train, on ne s'est plus occupé de rien, parce que à ce moment-là, la police n'était pas formidable. Hein. Ce qui fait que je suis arrivé à Marseille, et c'est là que j'ai résisté. J'étais avec le neveu du général de Gaulle, le Commandant Caillot. Commandant Caillot. J'étais à Marseille, dans le boulevard du Gommier, il y a une boîte de nuit. Je regardais les photographies. Et à ce moment-là, d'un seul coup, je me trouve entouré, sous les côtés. Des hommes en armes? Ah non, un civil qui me parle au bras et puis qui me jette dans l'attraction qu'ils avaient et puis m'amène rue du Paradis, aux anciens établissements Esso, qui se servaient de ce machin-là comme bureau.
Et il nous questionnait là. On a voulu justement que l'on dise tout ce que l'on savait et tout ça. Ben, bref. Mais Et vous avez été torturé là. là, les joies, les machins. Mais c'est surtout ils nous attachaient sur les chaises et nous mettaient à l'envers. Et le gars, il prenait les pieds et puis il levait et on tombait dans l'eau. Et si ces policiers allemands et français t'ont arrêté, c'est parce que tu recherchais ton frère? Oui, je recherchais mon frère qui avait été surpris, lui aussi, il s'était fait prendre. Et lui, il est tombé sur Barbie. Ah là là. Il était condamné à mort. Tortionnaire, effroyable. Mais il a été condamné à mort. Ah ouais. Il a été exécuté. Oh, immédiatement. Oh, presque immédiatement. Après Marseille, vous êtes allé en camp de concentration. Oui. Neuengamme Puis Wilhelmshaven. et Wilhelmshaven. Et on me met au déchargement de péniches. Et décharger des péniches, croyez-moi, au bout de 2 heures, vous avez des mains, vous ne les sentez plus. Elles sont pleines de sang et tout ça. Et là, je me débrouille à questionner le cuisinier pour savoir s'il y avait des moyens de se défendre, pour justement faire qu'il y ait un moyen de sortir de ce machin, parce que je ne suis pas plus fort que les autres, je serais mort comme tout le monde. Hein. C'est là qu'il me dit, ben, demain, il y a ce qu'on appelle celui qui veut travailler pour l'Allemagne. Alors, le lendemain matin, je me mets sur les quais, à l'endroit où on devait être pour être répertorié, et on me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Alors je leur dis, électroschweizer, soudeur à l'arc. Ah, comme c'était c'était un nouveau travail, attention, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Alors, ils m'ont dit, eh bien, on va essayer, on va voir ce que vous valez. Alors, le lieutenant qui a fait faire le travail m'a dit, vous souderez toujours comme ça, car c'est bien ce que vous soudez. Et c'est comme ça, vous voyez, que je suis arrivé là. Ah oui. Donc tu arrives à Neuengamme en juillet 1944. Précise peut-être ce que tu faisais à Marseille quand tu étais dans le... Eh bien voilà, j'arrive à Marseille, on devait trouver le fameux train blindé qui devait empêcher le débarquement de cette Maxime. Alors, de ce fait, comme on me met là-dedans, je me mets à travailler à fond. Et je faisais mon boulot de soudeur à l'arc, de l'électroschweizer, d'une façon formidable. Alors, ce qui fait que les Allemands m'ont, comment dirais-je, presque pas, m'ont aidé. Chaque fois qu'ils pouvaient me donner un litre de soupe et tout ça, ça m'a permis de m'en sortir. Je m'excuse, c'était le seul moyen de défendre sa vie. Ouais. Il n'y en avait pas d'autre. Quand ils ont senti que la guerre était terminée, qu'ils nous ont préparés pour justement se rendre dans la baie de Lübeck, depuis Wilhelmshaven jusqu'à la baie de Lübeck, qui représentait 650 kilomètres à pied, avec 4 bouts de pain pour tout le voyage. Et quelle température à l'époque?
il faisait moins 5, moins 6, mais Dur. c'était déjà dur. Mais alors, on était déjà au mois de mars. Hein. Et de là, on est monté sur un bateau. Je ne me rappelle plus le nom du bateau. Et on a été amené en Suède. Bateau allemand ou Bateau allemand. Bateau allemand. C'est surtout les Allemands qui ont profité de nous pour s'échanger leur vie contre la nôtre. C'est comme ça que nous avons été libérés. Et vous avez été pris en charge par la Croix-Rouge suédoise. La Croix-Rouge suédoise, on a été soignés. Très bien soigné. Oh, Formidable. quand je suis parti de la Suède, je faisais 80 kilos. Ah bon? Et quand je suis arrivé, je faisais 31 kilos. Mais vous êtes resté combien de temps? Un mois. En un mois, vous avez pris 50 kilos? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et dire aux gens de se rappeler ce que les gens ont souffert. Rappelez-vous tous de ce que on peut souffrir bêtement quand vous avez des gens comme Hitler, comme n'importe lequel, comme Franco et tout ça, à faire des bagarres. C'est de donner aux gens une mauvaise raison d'être méchants.